M. Hébert va vous présenter les activités qui vont avoir lieu. Est-ce que vous entendez bien? M. Hébert va vous présenter les activités de cette semaine. Vous entendez bien, même dans les sièges moins chers en arrière? Donc, c'est Michel Hébert, je suis administrateur à la DOCAR, d'autres collègues qui sont ici présents et d'autres bénévoles qui sont fortement impliqués dans ce qu'on appelle les comités des activités de formation. Il y en a 3, André Rimouski, KRTB Ouest, Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, aussi qui sont sur Zoom. Donc, Nicole, je vais passer la parole dans un instant. Comme elle vient de vous dire, là, on est dans le dernier droit de la session d'hiver. Il nous reste officiellement 4 activités. La première étant demain, c'est la visite des murmures de Montjoly. Et tout ça, c'est dans le contexte qu'on souligne les 35 ans, sauf que le groupe est complet, mais je voulais vous le dire pareil. Sinon, ben, quelque chose qui est intéressant à visiter cet été. Deuxièmement, jeudi, cette semaine toujours, même heure, à l'autre local, G316, où on devait être initialement, c'est une table ronde sur la culture régionale. Donc, il y a des représentants de 4 organismes. C'est animé par Mario Bélanger, qui est ici présent, qui est aussi responsable d'un des comités d'activité de formation, avec notre présidente Louise aussi. Donc, c'est de voir comment ça fonctionne les organismes et aussi se demander à l'occasion, c'est quoi la place, ou c'est une question que vous pourrez poser, c'est quoi la place des personnes aînées dans ces organisations-là en termes de bénévoles, parce que tout le monde court après les bénévoles, nous aussi en passant. Et ce même jeudi à 15h30, donc après cette table ronde, ce sera le cocktail des 35 ans. Toutes les activités à date aujourd'hui, puis depuis le début avril, c'est ouvert à tous. On avait décidé pour les 35 ans que ce n'était pas nécessaire d'être membre de la DOCAR. Donc, ouvert à toutes et à tous. Par contre, le cocktail, normalement, on s'est dit que c'est réservé aux membres et nos invités, nos partenaires. On ne capte pas, mais... et à ce moment-là, donc, c'est à 15h30 au baromètre ici. Quand il y aura le recteur qui va prendre la parole, Louise, notre présidente. Après ça, c'est un moment d'échange social. Et la toute dernière activité sera l'Assemblée générale annuelle, cet événement palpitant dans la vie de notre association. Mais les noms sont le fun. La documentation est bien bonne. Mais ça va avoir lieu aussi le 12 juin en comodal, donc autrement dit, en présence, et aussi sur Zoom. Donc, ceux qui sont déjà, que vous soyez membres ou pas, mais qui reçoivent l'infolette, l'information va être là-dedans. Ceux et celles qui participent aujourd'hui, par exemple, à cette fantastique conférence, mais qui ne sont pas membres de la DOCAR, c'est une des premières fois que vous venez, allez sur le site web, c'est adaucar en un mot.ca, puis au bas complètement, de n'importe quelle page, vous aurez les cases pour vous inscrire à l'infolettre. Si vous voulez savoir ce qu'on offre à chaque session en termes de conférences, de visites et de formation dans différents sujets. On va profiter pour vous demander de fermer votre téléphone cellulaire. En mode je vibre pour pouvoir marcher. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Il y a donc encore quelques activités. Après ça, sinon, la programmation de l'automne prochain va être disponible. Normalement, devrait être disponible vers la mi-juin. Et encore là, vous le saurez si vous vous abonnez à l'infolette. C'est la meilleure façon ou d'aller faire un clic sur le site web. Ça, alors, bienvenue à la conférence sur les 9 vies de Toussaint Cartier. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter M. Claude Lacharité, historien, littéraire et écrivain. M. Lacharité est professeur au département des lettres et humanités à l'Université du Québec à Rimouski. Depuis qu'il s'est établi au Bas-Saint-Laurent en 2002, il s'intéresse à Toussaint Cartier, auquel il a consacré une série de textes destinés au grand public dans Le Mouton Noir et Cap au Diamant, ainsi que des articles universitaires dans Études d'histoire religieuse et d'estuaire. En 2023, sa fiction L'œil de l'ermite, consacrée à Toussaint Cartier, est parue aux éditions L'Instant même. Comme deuxième volet d'un diptyque, il prépare une étude historique intitulée Les 9 vies de Toussaint Cartier, l'ermite de Saint-Barnabé, qui est le titre de la conférence d'aujourd'hui. Alors, je vais vous souhaiter une bonne conférence. Après la conférence, il y aura une période de questions. Alors... Puis si vous entendez à la maison, période de questions sur Zoom, pour ceux, les gens qui sont sur Zoom, vous irez, soit vous levez la main, si vous savez comment faire, ou vous l'écrivez dans le clavardage. Puis on passera les questions à notre conférence.
Ça va? Alors, merci beaucoup, Nicole, de cette présentation. Je voudrais vous dire, avant toute chose, le plaisir que j'ai d'être avec vous aujourd'hui. C'est vraiment un bonheur que d'être invité par cette Association pour le développement des aînés à l'UQAR à l'occasion du 35e anniversaire. Et c'est surtout un plaisir de vous parler d'un de mes projets en cours qui m'a occupé pendant presque toute la dernière année, puisque j'étais en congé de recherche sabbatique depuis le 1er juin 2023 pour me consacrer justement à cette figure absolument fascinante, selon moi, de l'ermite Toussaint Cartier, qui a vécu, comme vous le savez, un peu moins de 40 ans seul sur une île déserte au large de Rimouski de 1728 à 1767. Ça fait à peu près, en réalité, 20 ans que je consacre mes recherches, une partie de ma création, mes publications à cette figure. Et donc, il me semblait que le temps était venu d'essayer, en quelque sorte, de tirer tout ce que j'avais pu découvrir à son sujet, donc de tirer de l'ensemble de ces découvertes une série de publications, et notamment donc ce livre qui a été publié en octobre dernier, L'œil de l'ermite. Et en parallèle, ben, je rédige un essai qui va réunir en fait l'ensemble de ce que j'ai pu découvrir, aussi bien sur le personnage historique que le personnage romanesque, que le personnage légendaire. Et j'aimerais en fait aujourd'hui profiter de l'heure qui m'est accordée pour vous présenter ces différents aspects, ces différents volets de ce personnage énigmatique. C'est un personnage, évidemment, que rien ne prédisposait à une si riche postérité. En fait, c'est sans doute grâce à la littérature qu'il est entré véritablement dans son immortalité 2 ans seulement après sa mort, grâce à l'écrivaine britannique Frances Brooke, dont j'aurai l'occasion de vous reparler dans un instant. Et comme nous le verrons, ben, cet ermite, c'est un personnage à plusieurs facettes. C'est comme un chat, quelqu'un qui a eu au moins 9 vies, si l'on se fie à la diversité des récits à son sujet et aux quelques rares documents de son temps qui nous ont été conservés. Et pour arriver à comprendre le phénomène que représente Toussaint Cartier, je pense qu'il faut l'aborder dans une double perspective, à la fois par la fiction et par l'érudition, voire par un judicieux mélange des deux, ce que j'appelle l'érudifiction, pour utiliser un mot valise qui combine en réalité les deux notions. Alors, pendant longtemps, je pensais avoir été le premier à utiliser cette notion jusqu'à ce qu'un collègue qui enseigne au Collège de Maisonneuve me souligne qu'en fait, est-ce que je peux déjà faire le clavier? Est-ce qu'à l'écran, on la voit? Non, ça n'a pas... Oui. Sinon, on rappelle nos amis. Ah, voilà, c'est ça, parfait. Donc, jusqu'à ce que Jean-François Vallée, du Collège de Maisonneuve, attire mon attention sur cet article que vous voyez à l'écran, qui a été publié par un certain Serge Mettinger ou Mettinger en 2005. Il emploie lui-même le terme d'érudifiction à propos du grand écrivain français Pascal Quignard. Mais comme vous pouvez le voir, en note, il précise que oui, c'est un néologisme, un mot qu'il a créé, mais qu'il renonce pour l'instant à définir ce terme, même si ça lui apparaît un terme très intéressant pour rendre compte de la manière qu'a Pascal Quignard décrit. Alors donc, j'ai moi aussi utilisé le même mot, mais sans savoir que j'avais été précédé sur ce terrain par Serge Mettinger. Et dans mon cas, ben, ce que j'appelle l'érudifiction, c'est à la fois donc le fait d'utiliser la fiction pour aller plus loin dans mes travaux sur l'histoire de la littérature, et à l'inverse, d'utiliser l'histoire de la littérature ou l'histoire littéraire comme une sorte d'ouvroir de littérature potentielle. Vous connaissez peut-être l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, avec des écrivains très connus comme par exemple Georges Perec. Bien, moi, je fais un peu la même chose, si vous voulez, mais mes contraintes, elles ne sont pas d'ordre formel comme les Oulipiens. Mes contraintes me viennent de l'histoire de la littérature et j'aime bien utiliser la fiction pour aller là où, finalement, comme historien littéraire, je ne peux pas aller, parce qu'évidemment, comme historien littéraire, on est toujours obligé d'ancrer ce que l'on dit dans des textes, dans des archives, dans des sources, alors que quand on se donne la liberté d'utiliser la fiction, bien, on peut aller pratiquement partout. Et je crois que quand on parle de Toussaint Cartier, c'est presque un réflexe naturel que d'utiliser la fiction. On le verra, l'essentiel de ce que l'on sait à propos de ce personnage nous vient justement de la fiction, nous vient de l'imagination des auteurs qui se sont intéressés à cette figure très singulière.
Donc, pour moi, en fait, pour parler de Toussaint-Cartier correctement, il faut une démarche en deux temps. Hein. Et donc, mon projet de recherche et de création autour de Toussaint-Cartier est justement articulé en deux temps. Dans un premier temps, en fait, hein, j'ai cherché à relayer et à entretenir le mystère, la légende et l'énigme autour du personnage en ajoutant une dimension supplémentaire aux fictions dont il a été l'objet. Dans un deuxième temps, mon projet vise à réunir, à interpréter à nouveau frais tous les éléments qu'on peut rassembler à son sujet, que ce soit les archives, les témoignages des contemporains, les éléments contextuels, les chansons, les fictions, la tradition orale, les travaux d'historiens, les fouilles archéologiques, les représentations iconographiques, c'est-à-dire hein, les illustrations de Toussaint-Cartier, également les traces qu'il a laissées dans la toponymie, les appropriations de cette figure par la culture de masse, etc., etc. Et donc, le premier volet a donné lieu, hein, Nicole le rappelait en me présentant, à la publication d'un livre en octobre dernier. Il s'agit hein, de L'œil de l'ermite aux éditions de l'Instant même. Et le deuxième volet, quant à lui, correspond à une étude en cours de rédaction dont le titre de travail reprend celui de mon intervention d'aujourd'hui, c'est-à-dire Les 9 vies de Toussaint-Cartier, 1688-1767, l'ermite de Saint-Barnabé. Et le manuscrit de cette étude va être proposé à la maison d'édition Septentrion, que vous connaissez bien, qui est une maison de Québec et qui est spécialisée, entre autres, en histoire, mais pas seulement, aussi en histoire culturelle et aussi en histoire littéraire. Et c'est une maison qui a l'avantage de faire de très beaux livres, richement illustrés, qui sont souvent relativement abordable, ce qui est devenu très rare à notre époque, puisque le moindre livre coûte une véritable fortune, surtout depuis la pandémie. Hein. Je ne sais pas si vous avez constaté, comme moi, à quel point les prix se sont absolument emballés. C'est une inflation absolument incontenable qui se manifeste partout, et notamment dans l'industrie du livre. Alors, je passe tout de suite à mon premier point, un homme voué à l'avenir. Alors, malgré la très grande diversité de représentations qui ont été données de l'ermite et dont je vais parcourir les principales déclinaisons avec vous dans la suite de mon propos, je pense qu'il faut distinguer trois principales facettes. Hein. Le personnage historique, comme je le disais en introduction d'abord, ensuite le personnage romanesque et enfin le personnage légendaire. Et en ce sens, Toussaint-Cartier correspond assez précisément à ce que François-René de Chateaubriand écrivait en 1844 dans sa Vie de Rancé à propos du réformateur de Notre-Dame de la Trappe, un lieu très bien connu pour la vie solitaire, la vie exigeante et religieuse au XVIIe siècle. Il écrivait donc la chose suivante à propos de ce personnage de Rancé: quiconque est voué à l'avenir a au fond de sa vie un roman pour donner naissance à la légende, mirage de l'histoire. Hein. Et je trouve que la formule rend parfaitement bien compte de Toussaint-Cartier, qui avait effectivement, au fond de sa vie, un roman qui a fini par donner naissance à une légende. Et cette légende, ben, elle nous donne un aperçu assez approximatif du personnage historique qu'il a été, puisqu'il a bel et bien existé, comme vous le savez très bien. Alors, je vais aborder d'abord le personnage historique tel que les documents d'archives et les témoignages de contemporains permettent de l'éclairer. Ce personnage historique doit être envisagé en fonction des deux grandes périodes qui ont marqué son existence, soit d'abord sa vie avant d'arriver à Rimouski, et puis ensuite sa vie une fois qu'il décide de se retirer sur l'île Saint-Barnabé jusqu'à sa mort. Il s'agira ensuite, pour moi, hein, de m'intéresser au personnage romanesque tel que Frances Brooke va l'inventer lorsqu'elle publie son roman par lettres en 1769, The History of Emily Montagu, l'histoire d'Émilie Montagu, dans lequel hein, elle invente le personnage du solitaire comme une sorte de veuf inconsolable. C'est encore aujourd'hui la version la plus largement diffusée à propos de notre ermite. Mais loin d'être la seule version romanesque qui a été proposée du personnage, je vais aborder à la toute fin de mon intervention au moins deux autres exemples de personnages romanesques construits à partir de Toussaint-Cartier, notamment l'ermite esthète qu'on doit à Jacques Poulain et également l'homme sans qualité que j'ai cherché à avancer ou à proposer dans ma propre fiction, L'œil de l'ermite. Donc, loin d'être la seule version romanesque du personnage, la version d'écrivaine britannique reste toutefois la plus largement diffusée, et cela jusqu'à nos jours.
Il faut enfin évoquer le personnage légendaire. Et lorsque je parle de légende, j'entends le terme dans le double sens qu'il peut prendre. J'entends donc une légende qui peut se définir comme un fait historique qui a été librement recomposé par la tradition orale et l'imaginaire collectif, et c'est particulièrement vrai ici à Rimouski au début du 19e siècle, puisqu'il y a de très nombreux récits qui circulent dans la tradition orale à propos de Toussaint-Cartier et qui se fondent sur le témoignage des derniers Rimousquois qui avaient connu personnellement l'ermite et qui relaient sa mémoire par, évidemment, des récits qui, évidemment, interviennent bien longtemps après sa disparition. Mais j'entends également le terme de légende dans son sens plus édifiant, si vous voulez, c'est-à-dire légende au sens de légende dorée, au sens de vie de saint, puisque, évidemment, la tentation est forte, surtout au 19e siècle, de raconter l'histoire de l'ermite avec, évidemment, des valeurs qui sont celles du catholicisme militant de cette époque. On veut donner de cet ermite un récit exemplaire d'un chrétien à imiter. C'est évidemment le cas en particulier lorsqu'on a affaire à des auteurs qui sont des ecclésiastiques, par exemple, ou alors qui sont évêques, ou qui sont, comme Joseph Charles Taché, ni ecclésiastiques ni évêques, mais animé par une foi ardente. Joseph Charles Taché, comme vous savez, c'était un ultramontain et il était à ce point zélé dans son catholicisme qu'on le surnommait l'idole du clergé. Donc, c'est vous dire que sans être un ecclésiastique, c'est quelqu'un qui avait certainement les mêmes valeurs qu'un ecclésiastique. Et donc, ça va apparaître notamment dans la version que je vais vous présenter vers la fin de cette conférence, où Toussaint-Cartier est représenté comme un anachorète accompli. Anachorète, c'est le terme grec pour dire solitaire ou ermite. Ou alors, dans les versions où on cherche à montrer que Toussaint-Cartier est effectivement animé par une foi exceptionnelle, mais qu'il est en réalité en but à la persécution de l'Église catholique parce qu'il aurait été un penseur hétérodoxe qui aurait pris un certain nombre de libertés avec le dogme officiel défendu par l'Église catholique romaine et apostolique. Bon, alors, peut-être juste un petit retour en arrière à propos de la légende. On verra qu'un des fils conducteurs de cette légende qui circule dans la tradition orale à Rimouski au 19e siècle, c'est le fait de considérer Toussaint-Cartier comme un descendant de Jacques Cartier, le capitaine malouin du 16e siècle, qui était venu visiter cette partie du monde au nom du roi François Ier. Alors, je passe à mon deuxième point, un marin breton. Alors, l'une des nouveautés de mes recherches récentes sur Toussaint-Cartier a été de retracer sa présence dans des rôles d'équipage de navires malouins. Et là, évidemment, j'ai une dette infinie à l'endroit d'Alain Ross qui est présent, puisque c'est lui qui a eu, je dirais, le bonheur de me mettre sur cette piste extrêmement féconde. Et donc, j'ai retracé la présence de Toussaint-Cartier dans des rôles d'équipage de navires partis de Saint-Malo en expédition à la pêche à la morue sur les bandes de Terre-Neuve et sur les côtes de Gaspé, en particulier dans la zone qui était alors réservée aux pêcheurs français, c'est-à-dire entre Cap d'Espoir et Cap des Rosiers. Avec cette découverte, avant plutôt cette découverte, il existait une incertitude sur la provenance exacte de Toussaint-Cartier. Dans certains récits, on prétendait qu'il était breton. Dans d'autres récits, on prétendait plutôt qu'il était arrivé à Métis en passant par le lac Matapédia et que son point de départ, son point d'origine aurait été Restigouche, c'est-à-dire en gros là où se trouve toujours Restigouche dans l'actuelle province du Nouveau-Brunswick. Donc, il y avait une sorte de débat sur le lieu d'origine de Toussaint-Cartier, mais évidemment, la découverte de ces nouvelles archives permet de confirmer qu'il s'agit bel et bien d'un breton, et c'est un breton qui est né dans la paroisse de Saint-Quay le 12 novembre 1688, dans ce qui est aujourd'hui la commune de Saint-Quay-Portrieux, dans le département des Côtes-d'Armor. Donc, vous voyez sur la carte qui s'affiche à l'écran que Saint-Quay, c'est tout près de Saint-Brieuc, c'est sur la baie de Saint-Brieuc, et donc ça se trouve ici dans le nord de la Bretagne. Ce Toussaint-Cartier appartient à un milieu extrêmement modeste qui vivait, comme la plupart des Bretons de l'époque, de sa région. Sa région, c'est ce qu'on appelle le pays de Goëlo. Donc, il vivait à la fois de l'agriculture et des revenus qu'il pouvait toucher comme marin-pêcheur, qui s'embarquait pour des expéditions jusqu'à Terre-Neuve et jusque dans le Nouveau Monde. C'était donc un matelot marin-pêcheur, comme son père, qui s'appelait Jacques,
et comme son grand-père, qui portait le même nom que lui, et qui s'appelait donc Toussaint. Hein. Donc, on a Toussaint le grand-père, qui a donné naissance à Jacques le père, qui a donné naissance à Toussaint le fils, qui deviendra notre ermite de Saint-Barnabé. Le dépouillement de ces héros d'équipage suit actuellement son cours. C'est un travail assez long, assez fastidieux, qu'il faut pratiquer, je pense, avec modération si on veut garder la santé psychologique et son équilibre mental. Mais jusqu'à maintenant, j'ai repéré donc la présence du marin pêcheur dans au moins 4 équipages, tous partis de Saint-Malo. Et vous voyez donc le détail s'afficher à l'écran. Toussaint-Cartier fait partie d'un navire qui s'appelle le Saint-Philippe, qui part de Saint-Malo en 1720 pour les côtes de Gaspé. Il va ensuite s'embarquer en 1725 à bord du Saint-Clément, qui est, lui, à destination de Terre-Neuve et du Cap-Ré sur la côte de Terre-Neuve. Il va également prendre part à une expédition en 1726 à bord du Jean-Baptiste Nicolas à destination de la côte de Gaspé. Et finalement, autre expédition avec la même destination, c'est-à-dire la côte de Gaspé, c'est le César qui est parti de Saint-Malo en 1727. Ensuite, on perd la trace du matelot dans les archives de la marine conservées au service historique de la défense à Brest et dans les rapports de mer conservés dans les archives départementales d'Ille-et-Vilaine à Rennes. Il faut supposer qu'il a probablement déserté, comme beaucoup de ces marins terre-neuviers, en 1727 ou en 1728, sans que sa désertion ait été noté nominalement dans les archives. En fait, à cette époque, quand on consulte les rapports de mer, juste pour vous indiquer ce que c'est en fait les rapports que les capitaines rédigent une fois qu'ils reviennent à leur port d'attache et dans lesquels ils vont consigner ce qui s'est passé en gros pendant toute la durée du voyage. Ils vont noter notamment, par exemple, la désertion de marins. Mais ce qui arrive très souvent vers ces années 1720, c'est qu'on note simplement le nombre de marins qui ont déserté sans prendre la peine d'inscrire précisément l'identité ou le nom exact de chacun des marins qui a déserté. Donc, c'est probablement ce qui s'est produit avec Toussaint-Cartier. Mais ce qui est intéressant quand on sait que Toussaint-Cartier est originaire de la paroisse de Saint-Quay, c'est le fait que le saint patron de la paroisse, c'est un saint ermite légendaire de la Bretagne. Hein? Et en fait, cette paroisse de Saint-Quay, elle a une histoire assez intéressante au XVIIe siècle. Quelques années avant la naissance de Toussaint-Cartier, elle a accueilli un curieux personnage qui était un peu en rupture de banc, que l'on surnommait communément l'ermite de Saint-Brieuc. C'est un certain Jean-Baptiste Noulot, qui était membre de la congrégation de l'Oratoire, qui était en conflit avec son évêque, hein, et qui avait l'interdiction de prêcher dans le diocèse de Saint-Brieuc. Or, comme c'était quelqu'un qui voulait absolument prêcher, il s'est organisé pour pouvoir prêcher dans le diocèse qui est juste à côté. Or, Saint-Quay, hein, même si c'est près de Saint-Brieuc, appartient à l'évêché de Dole, ce qui a permis à ce Jean-Baptiste Noulot, dit l'ermite de Saint-Brieuc, de pouvoir prêcher à Saint-Quay. Et donc, même s'il prêche avant la naissance de Toussaint-Cartier, il y a encore des témoignages au début du 18e siècle qui insistent sur la trace qu'il a laissé dans cette paroisse. Hein. C'est quelqu'un dont la mémoire est toujours très vivante au début du 18e siècle. Et donc, on peut imaginer que notre marin-pêcheur a entendu parler de cet ermite de Saint-Brieuc et qu'il a pu, en décidant de se faire ermite, s'inspirer à la fois de la vocation du saint patron de sa paroisse, Saint-Quay, mais également de ce Jean-Baptiste Noulot qui, était une sorte d'ermite des temps modernes. Alors, troisième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la question de l'homme voué à faire son salut. Les archives de la période rimousquoise sont, elles, connues depuis plus longtemps. Elles sont cependant assez peu nombreuses et, en général, évitent de parler de la question centrale des raisons pour lesquelles cet homme a décidé un beau jour de se retirer dans la solitude jusqu'à la fin de sa vie. Dans un acte daté du 15 novembre 1728, ce que vous voyez à l'écran, ça n'est pas l'original, hein, c'est une copie de la fin du 18e siècle. Dans cet acte, le seigneur de Rimouski, Pierre Lepage de Saint-Barnabé, concède à Toussaint-Cartier une parcelle de l'île à condition qu'il renonce à se marier afin, dit le texte, de faire son salut. Hein. J'attire votre attention sur cette expression parce que ça va prendre une importance capitale au 19e siècle sous la plume des auteurs catholiques canadiens français. Hein. On va considérer que c'est là l'explication, la seule, l'unique, de cette vocation solitaire. Par ailleurs,
les témoins qui servent de garant à l'ermite sont tous des gens qui sont liés à la pêche. Hein. Et donc, ça nous montre que Toussaint-Cartier, certes, est nouveau à Rimouski, mais il fréquentait des gens qui sont présents à Rimouski et qui peuvent attester auprès du Seigneur que c'est un homme de confiance qui va respecter les engagements qu'il prend dans cet acte du 15 novembre 1728. Au moment donc d'entrer en solitude, hein, l'homme venait tout juste d'avoir 40 ans. Hein. Il est né en 1688, là on est en 1728, hein, il est né un 12 novembre et l'acte est signé un 15 novembre, donc c'est vraiment 40 ans presque jour pour jour, hein, à 3 ans ou plutôt à 3 jours d'intervalle. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans la carrière d'un marin-pêcheur qui fréquente les bancs de Terre-Neuve, c'est un peu une étape, hein, c'est un jalon. Lorsqu'on atteint 40 ans, Jean-François Brière, qui est probablement le plus grand spécialiste de la pêche en Amérique du Nord au 18e siècle, souligne le fait que la carrière d'un marin-pêcheur de métropole était particulièrement courte en raison des exigences physiques de ce métier. Je cite, hein, la vie active d'un matelot terre-neuvier commençait à 12-13 ans, s'achevait vers 40-45 ans, très grande jeunesse donc de ce monde pêcheur où l'endurance, la robustesse physique étaient particulièrement éprouvées et recherchées. Donc, hein, on a un homme qui est finalement au bord de la retraite, qui décide hein, de passer sa retraite dans un lieu magnifique, c'est-à-dire l'île Saint-Barnabé. Et je pense qu'on peut lui donner raison quant à son choix. Si j'en avais la possibilité, moi aussi, j'aurais pris ma retraite à 40 ans en me retirant sur l'île Saint-Barnabé. Alors, le printemps suivant, hein, il apparaît dans un acte de mariage qui est célébré entre Pierre Laurent et Marie Allard. Hein, donc, c'est une des famille pionnière de la seigneurie de Rimouski qui va donner naissance hein, à la famille des Saint-Laurent. Il y a peut-être des Saint-Laurent dans cette auguste assemblée. Il est possible que vous descendiez donc de ce Pierre-Laurent et de cette Marie-Allard. Et donc, l'ermite est présent en tant que témoin. Et ça, c'est à peu près 6 mois après son installation sur l'île Saint-Barnabé. Ça nous montre que Toussaint-Cartier, oui, est un solitaire, mais c'est quelqu'un qui vit quand même un peu dans sa communauté, qui est présent de temps à autre. Or, ce mariage est célébré, hein, je pense, le lendemain ou le surlendemain de la fête de Pâques, ce qui nous donne à penser que l'ermite était sans doute venu à Rimouski pour la messe de Pâques et qu'il est resté ensuite et qu'il a accepté de servir de témoin. Le 24 mars 1764, maintenant, là, on est vers la fin de la vie de l'ermite, on a un autre document qui va essentiellement confirmer ce qui était contenu dans l'acte de 1728. Il est passé entre Toussaint-Cartier et le petit-fils du seigneur de 1728, c'est-à-dire Louis Lepage de Saint-Germain. Il se trouve que Louis Lepage est mineur à l'époque et il est représenté par son oncle et tuteur qui s'appelle, comme le seigneur de 1728, Pierre Lepage, mais là on a affaire à Pierre Lepage II de Saint-Barnabé, hein, qui est donc le fils du seigneur de 1728. J'espère ne pas dire de bêtises, mais je sais qu'Alain Ross, qui est présent, veille au grain et pourra me corriger pendant la période de questions. Et pourquoi donc cet acte intervient entre le petit-fils du seigneur de 1728 et l'ermite? Tout simplement parce que l'ermite est en train de vieillir hein, et on envisage la possibilité où il ne puisse plus subvenir par lui-même à ses propres besoins. Auquel cas, le jeune seigneur s'engage à veiller sur lui comme sur son propre père, mais il y a une condition, c'est que l'ermite accepte de rétrocéder sa terre à la famille seigneuriale et au jeune seigneur. C'est donc une sorte d'entente pour verser une pension en nature à l'ermite Toussaint-Cartier vieillissant. Le plus intéressant, c'est de voir que, et là vous avez le document original à l'écran, c'est de voir la formule qui est employée pour décrire Toussaint-Cartier. On le décrit comme habitant et faisant les fonctions de solitude sur l'île Saint-Barnabé, hein, comme s'il s'agissait d'une sorte de condition socio-professionnelle, comme si c'était un métier qu'on pouvait exercer, hein, que de faire les fonctions de solitude sur l'île Saint-Barnabé. Enfin, dernier document, c'est évidemment l'acte de décès. Hein. Toussaint-Cartier meurt le 30 janvier 1767 et c'est le missionnaire récollet Ambroise Brouillard qui consigne l'acte de sépulture. Il va être enterré le lendemain, 31 janvier 1767, sous la chapelle de Rimouski, ce qui était évidemment un privilège généralement réservé soit aux seigneurs, soit aux missionnaires. Ce petit détail nous révèle que c'est quelqu'un qui jouissait quand même d'une bonne réputation dans sa communauté, puisqu'on a accepté qu'exceptionnellement, il puisse lui aussi être enterré donc sous l'église, comme on disait ad sancto, c'est-à-dire au plus près des saints, hein, puisqu'il se trouvait directement donc sous l'église.
Maintenant, pour ce qui est des témoignages de contemporains, on n'en a que deux, mais ils sont très intéressants parce qu'ils nous présentent en quelque sorte deux versions diamétralement opposées de l'ermite. La première le premier de ces témoignages, c'est celui de l'archevêque de Québec de la fin du 18e siècle, Jean-Olivier Briand, qui se rappelle que lorsqu'il est arrivé dans la colonie pour la première fois en 1741, on lui a parlé d'un ermite dont on publiait avec édification les mérites. C'est sa propre expression. Ce qui est intéressant avec cet évêque de la fin du 18e siècle, c'est qu'il est originaire de Clairin, juste à côté de Saint-Brieuc, à un endroit où le fameux ermite de Saint-Brieuc, dont je vous parlais tout à l'heure, avait établi son ermitage dans une chapelle qui existe toujours et qu'on peut toujours visiter, donc à Clairin. Et c'est donc dire que c'est quelqu'un qui est un Breton, comme Toussaint Cartier, et c'est probablement quelqu'un qui a aussi, comme Toussaint Cartier, une opinion plutôt favorable des solitaires, des ermites et des îles désertes. C'est très caractéristique du catholicisme breton du 18e siècle. Si on était tombé sur un personnage venant d'une autre région de France ou d'une autre province de France, probablement qu'on n'aurait pas eu un témoignage aussi positif à l'égard de Toussaint Cartier. C'est donc quelqu'un qui appartient en gros au même terroir, qui a probablement les mêmes croyances que Toussaint Cartier, et c'est ce qui explique qu'il ait une vision plutôt positive de la vocation solitaire de l'ermite de Saint-Barnabé. On a un autre personnage qui nous a également laissé un témoignage. Il s'agit du marquis de Montcalm, Louis-Joseph de Montcalm-Gozon, celui qui a perdu la bataille des plaines d'Abraham. Eh bien, lorsqu'il arrive lui aussi dans la colonie, il tient son journal, et lorsque le bateau à bord duquel il est monté croise au large de l'île Saint-Barnabé, il note la présence d'un curieux personnage qui vit sur l'île et dont il a beaucoup de mal à déterminer s'il s'est fait ermite par singularité ou par dévotion, donc par bizarrerie ou par foi. Donc, on voit bien que même aux yeux d'un contemporain, la vocation de Toussaint Cartier ne va pas de soi. Il y a une sorte de point d'interrogation qui surgit à l'esprit des gens qui apprennent son existence, et c'est le cas du marquis de Montcalm. On peut se demander pourquoi est-ce qu'il hésite. Il hésite sans doute parce que ce n'est pas du tout une forme, je dirais, encouragée de vie religieuse à l'époque. Et le meilleur témoignage qu'on puisse en donner, c'est ce que dit le pape Benoît XIV, que vous voyez dans toute sa splendeur, avec son costume de Père Noël, qui avait disparu pendant quelques années et que Benoît XVI avait remis au goût du jour, si vous vous souvenez bien. C'était un costume qui était porté couramment par les souverains pontifes au XVIIIe siècle. Donc, ce pape Benoît XIV, qui est l'exact contemporain de Toussaint Cartier, considère que les ermites laïcs, et Toussaint Cartier, c'est bien un ermite laïque, il n'a jamais prononcé de vœux, il n'est jamais entré dans une communauté religieuse, donc c'est un laïc. Donc, les ermites laïcs, comme Toussaint Cartier, sont comme des abeilles sans reine. C'est l'expression qu'il utilise dans un traité. Et ce sont des abeilles sans reine qu'il faut excommunier sans ménagement. Vous voyez que l'idée que Toussaint Cartier aurait décidé de se retirer sur une île déserte pour faire son salut, c'est possible, mais ça pose quand même un peu problème parce que la principale institution de l'époque, l'Église, considère que ce n'est pas du tout une manière encouragée de faire son salut. Bon. Alors, je passe à mon point suivant, un veuf inconsolable. Vous voyez à peu près là, je vous ai résumé tout ce qu'on peut dire à propos du personnage historique en utilisant à la fois les archives rimouskoises et les archives qui datent d'avant l'arrivée de Toussaint Cartier à Rimouski, mais on ne trouve pas d'éléments qui permettent d'expliquer pourquoi un tel homme décide un beau jour, à 40 ans, de se retirer dans la solitude et de rester dans cette solitude jusqu'à la mort. C'est donc ici que s'arrête notre connaissance historique du personnage. Mais 2 ans après sa mort, l'ermite va reprendre du service, cette fois en tant que personnage romanesque. En 1769, je l'ai déjà dit, Francis Brooke publie un roman par lettres qui s'intitule The History of Emily Montagu, l'histoire d'Émilie Montagu, un roman écrit à la manière de Samuel Richardson. Vous connaissez peut-être cet auteur britannique du 18e siècle qui a écrit un roman très célèbre, Pamela. Alors, Francis Brooke écrit à la manière de Richardson et fait une sorte de roman nouveau, très proche de Pamela. Et dans ce roman, évidemment, l'élément le plus important, c'est la sensibilité. Les personnages
se livrent à une sorte de concours pour savoir lequel est le plus sensible. Alors, ça vaut à la fois pour les hommes et pour les femmes. Et évidemment, le personnage le plus exemplaire, c'est celui qui est le plus sensible, qui fait preuve de la plus grande sensibilité. Et donc, tous les personnages qu'elle met en scène, justement, se caractérisent par leur plus ou moins grande sensibilité. Et ce qui est intéressant avec cette Frances Brooks, c'est qu'elle va venir dans la nouvelle colonie britannique immédiatement après la conquête, entre 1763 et 1768. Elle va accompagner son mari, Francis, non pas Frances Brooks, ça c'est son nom, elle, l'écrivaine, mais John Brooke, qui est l'aumônier de l'armée britannique à Québec. Donc, c'est quelqu'un qui est venu ici et qui a connu jusqu'à un certain point cette nouvelle colonie. Et elle va, dans son roman, mettre en scène un personnage qui s'appelle Ed Rivers, qui est un officier militaire britannique, qui est en fait amoureux de l'héroïne, Émilie Montagu. Sauf qu'évidemment, les choses sont un peu compliquées parce qu'il apprend que cette Émilie Montagu a été promise en mariage à un autre homme qui est trop beau, mais qui est surtout beau et qui n'a aucune autre qualité. Donc, il est un peu au désespoir. Il décide de se retirer à la campagne pour essayer de trouver un peu de réconfort à ses peines de cœur. Il va rencontrer une certaine dame Desroches à Kamouraska, et c'est cette dame Desroches qui va lui parler de l'ermite de Saint-Barnabé. Et il va décider d'aller à la rencontre de l'ermite, puisqu'il se trouve à proximité. Et en fait, il va raconter sa visite le jour même de son retour, le 13 octobre 1766, dans une lettre qu'il envoie à sa sœur Lucie, qui est restée en Angleterre. Alors, ce qu'il dit, c'est qu'il pensait avoir affaire, dans un premier temps, à un misanthrope, à un homme qui déteste l'humanité et qui cherche donc à fuir l'humanité dans la solitude. Et il a été agréablement surpris de découvrir que, en fait, cet ermite, c'est un homme qui a été fortement éprouvé par la disparition tragique de sa bien-aimée, une certaine Louisa. Et l'épistolier, donc Ed Rivers, va faire raconter à l'ermite son histoire en discours direct. C'est l'ermite qui dit « je » dans la lettre d'Ed Rivers. Et donc, cet ermite raconte que sa bien-aimée et lui sont nés en Bretagne, ils se sont mariés contre l'avis de leurs parents et qu'ils ont décidé de fuir en Nouvelle-France pour refaire leur vie auprès d'un oncle établi à Québec. Et malheureusement, lors de la traversée, survient un terrible naufrage qui va entraîner évidemment la perte de tous les voyageurs, sauf un seul, évidemment, notre futur ermite, qui va récupérer le corps de son épouse pour l'enterrer à l'île Saint-Barnabé, où il a décidé de s'établir pour veiller sur sa dépouille. Et donc, le destin du solitaire est dès lors scellé, comme Ed Rivers lui-même l'écrit dans la lettre 32. Et donc, c'est Ed Rivers qui écrit la lettre, mais c'est évidemment l'ermite qui dit « je ». Et l'ermite explique: dans cette tombe, tout mon bonheur est enterré. Je m'agenouillai près d'elle et je fis au ciel le vœu d'attendre ici le moment où je serai réuni avec celle que j'ai chérie plus que tout au monde. Tous les matins, je rends visite à sa dépouille bien-aimée et je supplie Dieu de hâter ma disparition. Je sens que nous ne serons plus séparés pour longtemps. Je vais bientôt aller à sa rencontre pour ne plus jamais la quitter. Vous voyez que ici, Frances Brooks invente un héros romantique avant la lettre. Le romantisme n'existe pas encore dans cette fin du 18e siècle. Le romantisme va apparaître un petit peu plus tard, au début du 19e siècle, mais on a quelque chose comme une sensibilité qui est très proche de ce romantisme à venir. Et surtout, elle va inventer un personnage romanesque, exemplaire, extraordinaire, le genre de personnage que nous aimerions tous être, d'une certaine façon. Et la solitude, donc, de l'ermite, loin de s'expliquer par une haine quelconque du genre humain, procède plutôt d'une sensibilité exacerbée et d'une fidélité jusqu'à la mort pour la femme de sa vie, et cela bien qu'elle soit décédée depuis des décennies. Dans la version de Frances Brooks, l'ermite habite seul sur l'île depuis 60 ans, alors que dans la réalité historique, c'est un peu moins de 40 ans, c'est 38 ans, 2 mois et 15 jours si mon calcul est exact, mais je suis très mauvais en calcul, donc ne me croyez pas sur parole. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que, évidemment, c'est un personnage qui sert les besoins de la fiction
de l'écrivaine britannique, puisque c'est évidemment un personnage exemplaire du point de vue de la sensibilité, et ça montre que, comme Ed Rivers est très sensible lui-même à la sensibilité de cet ermite, ben, il serait une sorte d'amant idéal pour Émilie Montagu, puisque c'est l'homme sensible par excellence, capable de compatir à toutes les causes, et notamment au destin tragique de cet homme qui a perdu sa bien-aimée dans La fleur de l'âge. Alors, cette version-là va connaître un immense succès, à la fois par les rééditions du roman en anglais en Angleterre au XVIIIe siècle, mais également par les nombreuses traductions qui vont paraître. En fait, dès l'année suivante, en 1770, il va y avoir 2 traductions françaises qui vont être publiées, et il va y en avoir une 3e qui va paraître en 1809. Et donc, quand on dit traduction française au XVIIIe siècle, on dit aussi diffusion à l'échelle de toute l'Europe cultivée, à l'échelle de toutes les élites européennes, puisqu'à l'époque, évidemment, les élites européennes connaissent tout le français. On a des exemples, par exemple, de lectrices de Francis Brooke d'origine allemande, donc des lectrices germanophones qui connaissent le roman de Francis Brooke pour l'avoir lu dans la traduction française. Donc, il faut imaginer une diffusion pan-européenne à partir de 1769. Je passe à mon point suivant, un descendant de Jacques Cartier. En parallèle de la diffusion de cette version romanesque qui connaît une vie autonome, de très nombreux relais sur lesquels je reviendrai dans un instant, à la fois au 19e siècle, au 20e siècle et même jusqu'à notre époque, l'ermite va se métamorphoser en personnage légendaire dans la tradition orale qui court à Rimouski dans la première moitié du 19e siècle. Un certain Charles Lepage, descendant indirect des seigneurs de Rimouski, joue à cet égard un rôle crucial. Charles Lepage, en fait, passe pour avoir découvert l'ermite inanimé sur le plancher de sa maison par une glaciale journée de janvier, donc quelques heures avant sa mort en 1767. Et comme Charles Lepage meurt lui-même nonagénaire en 1846, et qu'il est par ailleurs un excellent conteur, ben, ces récits hauts en couleur à propos de l'ermite vont contribuer à faire du solitaire un personnage plus grand que nature et même un gibier de premier choix dans les contes et légendes et dans le folklore canadien-français de l'époque, dont beaucoup d'écrivains à l'époque vont s'inspirer pour inventer une nouvelle littérature nationale. Alors, le conteur lui-même n'a pas laissé de témoignage direct, sans doute parce qu'il était analphabète, mais ses récits à propos de Toussaint Cartier sont connus indirectement grâce à des relais, comme par exemple l'époux de sa petite-fille, Joseph-Charles Taché, que vous voyez représenté dans un tableau de Théophile Hamel à gauche. C'est un tableau qui a été payé par les électeurs de Joseph-Charles Taché, qui était député de Rimouski. Et vous voyez donc Taché représenté à Rimouski, accoudé probablement sur le balcon de sa maison, et à l'arrière-plan, on voit le fleuve et l'île Saint-Barnabé. Et donc, si vous le savez, Joseph-Charles Taché habitait rue Saint-Germain-Est, et sa maison existe toujours aujourd'hui. C'est une magnifique maison. Je pourrais vous donner l'adresse, même si on ne peut pas la visiter. Mais en tout cas, quand on se place à l'endroit où se trouvait sa maison, c'est à peu près le point de vue qu'on a sur l'île Saint-Barnabé. Donc, la version orale des récits de Charles Lepage est connue entre autres par ce Joseph-Charles Taché, mais elle est aussi connue par l'autre personnage que vous voyez sur votre diapositive, à savoir Charles Leguier, qui a été chanoine de la cathédrale et un des premiers historiens de Rimouski, l'auteur des chroniques de Rimouski. Un des éléments récurrents de la légende de Charles Lepage est qu'il fait de l'ermite un descendant de Jacques Cartier, le capitaine Malouin, venu explorer notre coin du monde au nom de François Ier. Et le conteur insistait sur la vie de marin de Toussaint Cartier en prétendant qu'il se serait retiré sur l'île Saint-Barnabé au terme d'une riche carrière au service de la marine française. Joseph-Charles Taché, très impressionné par ce conteur au coin du feu, résume ainsi sa version. C'est la citation que vous avez à l'écran. Mais là encore, Taché rapporte les propos de Charles Lepage en discours direct. Donc, celui qui dit « je », c'est Charles Lepage, le conteur qui est mort nonagénaire en 1846. Un jour d'automne, arrive ici un homme d'environ 50 ans. Il s'appelait Toussaint Cartier, natif de Saint-Malo, avait servi dans la marine française et se disait cousin de Jacques Cartier. À la vue de l'île, il s'écrie « Sur cette île sauvage ferai mon ermitage ». Il obtint de mon grand-père, c'est pas tout à fait exact, en fait, c'est plutôt l'arrière-grand-père ici, donc il obtint de mon grand-père, seigneur de Saint-Barnabé, la permission de faire sur l'île autant de défrichements qu'il voudrait. Il se bâtit, non, c'est plutôt vrai, c'est
Oui, c'est son grand-père, effectivement. Donc, je suis désolé, je corrige pour rien. Il obtient de mon grand-père, seigneur de Saint-Bernabé, la permission de faire sur l'île autant de défrichements qu'il voudrait. Il se bâtit une maison où il vécut environ 20 ans, partageant son temps entre la prière, la lecture et le soin de son petit champ. Jamais nous n'avons eu de détails sur sa vie, mais le père Toussaint, c'est ainsi qu'on le nommait, paraissait accomplir un vœu. Il ne venait à terre ferme d'ordinaire que lors des visites du missionnaire, le père Ambroise, avec lequel il était très intime. Un matin, c'était le 31 de janvier 1767, nous ne vîmes pas de fumée à la cheminée de l'ermite. Je fus envoyé par mon grand-père, c'est là que c'est inexact, c'est par mon père en réalité, parce que le grand-père est mort depuis bien longtemps, en 1767. Donc, je fus envoyé par mon père pour en connaître la cause. Nous le trouvons étendu sur le plancher. Son chien lui léchait la face. Apporté à la maison seigneuriale, il y mourut dans la nuit. Son corps repose dans l'église qui remplace la chapelle, à la grande porte de laquelle il avait demandé d'être inhumé. Alors, on imagine sans mal les péripéties de ce marin que le conteur tenait peut-être directement Toussaint-Cartier ou qu'il inventait pour le plus grand plaisir de ses auditeurs. Mais quoi qu'il en soit, il est certain que la mémoire de Toussaint-Cartier est aussi liée à cette tradition orale et à un certain imaginaire collectif partagé par les Rimousquois du 19e siècle et au-delà. Le plus intéressant est que le détail du lien de parenté entre Toussaint et Jacques Cartier est évidemment inexact, mais reste néanmoins directement inspiré d'un fait réel, authentique, historique, puisque le père de l'ermite, comme on l'a vu, s'appelait bel et bien Jacques Cartier. Évidemment, un Jacques Cartier parfaitement anonyme, un modeste breton inconnu, mais qui portait effectivement le même nom que le célèbre capitaine Malouin. Je passe à un point suivant, donc, Toussaint-Cartier comme nouveau Robinson Crusoe. Alors, de marin breton retraité à descendant de Jacques Cartier en passant par veuf inconsolable, le lien entre le personnage historique, le personnage romanesque et le personnage légendaire est évidemment extrêmement mince. Il n'y a à peu près rien de commun, si ce n'est que dans les trois cas, on a affaire à quelqu'un qui vit seul sur une île déserte, mais les motivations, le passé, tout ça est complètement différent dans les trois versions. Et en fait, je dirais, les figurations de l'ermite sont innombrables du 19e siècle jusqu'à nos jours, surtout lorsque les auteurs qui s'emparent du personnage décident de le façonner en fonction d'un certain nombre de modèles littéraires pour proposer en quelque sorte de nouvelles déclinaisons de l'ermite. Et un cas qui me semble intéressant, il y en aura bien d'autres que je pourrais évoquer, c'est Adolphe Marsay, qui est un Français qui s'est établi au Québec au 19e siècle, après l'instauration du Second Empire en France, pour protester contre la tyrannie de Napoléon le Petit. Donc, c'est quelqu'un qui est un peu comme Victor Hugo, si vous voulez, mais un Victor Hugo parfaitement inconnu et qui, pour gagner sa vie, est en fait un marchand de vin, un marchand itinérant de vin, qui se déplace de ville en ville, de région en région au Québec, pour proposer ses produits d'importation, puisqu'à l'époque, le vin, comme les livres, sont importés très majoritairement d'Europe. Et il va avoir aussi un trait en commun avec l'exilé de Guernsey, c'est-à-dire Victor Hugo. C'est quelqu'un qui aime beaucoup écrire des vers, qui en écrit énormément. Alors, évidemment, si on compare les deux, on a affaire dans un cas à quelqu'un qui écrit des vers avec brio, l'autre avec un peu moins de talent. Mais il reste qu'ils ont beaucoup de points en commun, Victor Hugo et cet Adolphe Marsay. Dans les années 1850, il va se rendre dans l'Est du Québec et il va revenir avec, dans ses bagages, une chanson qu'il publie dans le journal Le Canadien le 12 août 1859. Cette chanson s'intitule « L'ermite de l'île Saint-Barnabé près de Rimouski » et il nous précise l'air sur lequel cette chanson doit être interprétée. En l'occurrence, ici, l'Angélus de Justin Jansoul, un air qui ne vous dit probablement rien, mais qui était connu à l'époque. Alors, le plus intéressant, c'est que le personnage de l'ermite proposé par Marsay constitue une sorte de compromis entre le veuf éploré de Francis Brooke et le pieux ermite de la tradition catholique dont je vais vous parler dans un instant. Dans le cas de la version de Marsay, Toussaint-Cartier est originaire de Saint-Malo. C'est un jeune homme qui fait naufrage et qui promet de se vouer à la pénitence s'il est sauvé. La tempête se calme aussitôt et le rescapé aperçoit l'île Saint-Barnabé sur laquelle il fait vœu de se retirer. Après avoir construit hache à la main sa modeste cabane, il coule des jours paisibles et mange du poisson comme Robinson Crusoe sur son île. Mais nul ne saura jamais quels malheurs l'ont chassé de France. Et le rapprochement avec Robinson Crusoe est un peu étonnant,
puisque loin d'être sur une île déserte au milieu de nulle part, ben, l'ermite historique, lui, n'avait qu'une barque à mettre à l'eau pour rejoindre la terre ferme et la civilisation. Mais on voit l'importance des modèles littéraires. Je pense que quand on pense à quelqu'un qui vit sur une île déserte, forcément, on a le personnage de Robinson Crusoe qui nous vient à l'esprit. Alors, évidemment, dans ma vie, je n'ai pas beaucoup d'influence comme chercheur universitaire, mais un des exemples concrets d'une influence réelle que j'ai pu exercer, c'est auprès d'un groupe de musique que vous connaissez peut-être, constitué de jeunes femmes, les Matantes à bouche. J'avais écrit dans le Mouton Noir un article à propos de cette chanson d'Adolphe Marsay, et je disais en conclusion que c'était terrible que personne n'ait encore pris la peine d'interpréter et d'enregistrer cette chanson de l'ermite. Eh bien, les Matantes à bouche ont décidé l'été dernier d'en proposer une interprétation lors de spectacles qu'elles ont présentés, notamment à Sainte-Flavie. Elles ont même enregistré leur version. Je vous propose d'en écouter juste un début qui correspond aux 3 premières strophes que vous avez. Bien entendre, le son est à la hauteur. Donc, après cette belle interprétation par les Matantes à bouche d'une partie de la chanson de l'ermite, puisque en fait, la chanson est très, très longue, il y a je ne sais plus combien de couplets en tout, je crois qu'il doit y en avoir une vingtaine. L'interprétation complète doit prendre une douzaine, voire une quinzaine de minutes. J'aimerais peut-être passer à un autre cas de figure, toujours intéressant à propos de notre personnage, à savoir l'ermite représenté comme une victime du haut mal. Le haut mal, c'est l'expression qu'on a utilisée longtemps pour parler en réalité de l'épilepsie. Et il se trouve qu'au cours de la première moitié du 19e siècle, le témoignage des derniers Ribouscois qui ont connu l'ermite fait aussi émerger certains détails à son sujet, moins légendaires évidemment que sa prétendue parenté avec Jacques Cartier. Ainsi, à la fin des années 1830, lorsqu'il se rend dans la nouvelle paroisse de Saint-Germain-de-Rimouski, l'archevêque de Québec, Monseigneur Sinaï, interroge les anciens qui ont connu Toussaint-Cartier afin de rédiger à son sujet une notice. Et bien que le portrait qu'il en donne soit en général édifiant, montrant l'ermite comme un fidèle exemplaire, vantant sa vie édifiante, son humilité, les vertus chrétiennes qu'il pratiquait, un détail ne cadre pas avec le reste, à savoir la maladie dont il aurait été atteint et qui paraît pour cette raison d'autant plus vraisemblable. Alors, je vous mets un extrait de cette notice de Monseigneur Sinaï. Il éprouvait de fréquentes attaques d'épilepsie. Par suite de cette infirmité, un de ses yeux paraissait presque sorti de son orbite et pour tempérer la douleur aiguë qu'il éprouvait, il faisait lécher son œil par son chien. En général, il y a une sorte de frisson qui parcourt l'auditoire quand je lis ça. Grave, évidemment, l'imaginaire. Voilà. Et donc, comme vous comprenez, l'ermite aurait été épileptique, atteint du mal sacré, pour reprendre l'expression que les Grecs utilisaient pour désigner cette maladie, qui va donner lieu à un traité célèbre d'Hippocrate dans lequel il montre que ce n'est pas du tout un mal sacré, ce n'est pas du tout une maladie qui serait envoyée par les dieux, c'est un mal qui a des raisons physiologiques qu'il cherche à exposer dans son traité. Alors, l'abbé Bois,
qui va rédiger dans les années 1860 un roman sur l'ermite qui est resté inédit, va reprendre le détail qui tient probablement de Monseigneur Sinaï, mais peut-être aussi des anciens Rimouskois qu'il prétend avoir lui aussi rencontré en évoquant, donc au chapitre 13, l'épilepsie auquel on le savait sujet. Le plus intéressant est que ce détail dévoile peut-être, il faut toujours être prudent avec notre ermite, les raisons fondamentales de la vocation de l'ermite historique, à savoir une certaine condition médicale. En 2002 et 2003, comme vous le savez sans doute, il y a eu un inventaire puis des fouilles archéologiques qui ont été menées sur le site du premier cimetière de Rimouski, avant évidemment la construction de la salle de spectacle. Ce premier cimetière de Rimouski avait été utilisé entre 1712 et 1863 et Robert Larocque et son équipe ont procédé à l'exhumation de 104 sépultures qui ont été ensuite minutieusement analysées. Et en fait, j'ai avancé l'hypothèse récemment que la sépulture 10P1, dont vous voyez un échantillon s'afficher à la droite de votre écran, il s'agit ici du sacrum, pourrait correspondre à notre ermite Toussaint Cartier. C'est un individu de sexe masculin, âgé de plus de 50 ans, qui porte sur ses membres supérieurs des marques d'un travail physique harassant, compatible avec la vie d'un marin-pêcheur terre-neuvier. Et le corps révèle aussi que l'homme en question était atteint de spina bifida occulta, et non pas aperta, puisqu'aperta, on en meurt à la naissance, mais la spina bifida occulta, c'est une maladie qui provoque toute une série de symptômes, alors pas forcément automatiquement et dans tous les cas, mais dans un nombre significatif de cas, lorsqu'on est atteint de spina bifida occulta, on peut aussi être atteint d'épilepsie, d'impuissance, d'infertilité et d'hydrocéphalie. L'hydrocéphalie, c'est le fait d'avoir une tête d'eau, comme on dit, et l'une des manifestations de l'hydrocéphalie, c'est l'exophtalmie, c'est-à-dire le fait d'avoir un ou des yeux exorbités. Et on a là, vous voyez, autant de caractéristiques que réunissait l'ermite historique, qui était atteint de haut mal, qui avait renoncé au mariage et à la descendance et qui éprouvait des douleurs à un œil que seul son chien pouvait apaiser. C'est une hypothèse, évidemment. Elle est absolument impossible à démontrer hors de tout doute raisonnable, mais je vous la soumets parce que je la trouve, pour ma part, intéressante. Je passe à mon point suivant. Un homme sandwich, vous voyez, on passe des squelettes déterrés en 2003-2004 à l'homme sandwich au service d'une destination balnéaire. Alors, le succès de la version romanesque du bœuf inconsolable que l'on doit à Francis Brooke n'est pas du tout limité au 18e siècle. Elle aura de multiples échos, que ce soit dans la seconde moitié du 19e siècle ou même à notre époque. En effet, lorsque Rimouski est relié au chemin de fer de l'Intercolonial Railway en 1873, le veuf inconsolable de l'écrivaine britannique va reprendre du service dans les publications proposées aux voyageurs anglophones, que ce soit, par exemple, le Guidebook to the Intercolonial Railway de 1877 ou encore An Intercolonial Outing de 1891. Et à chaque fois, en fait, on a la reprise de la version de l'amoureux éperdu, fidèle à sa bien-aimée jusque dans la mort, avec un certain nombre de petites variantes. Mais en gros, c'est toujours l'histoire de Francis Brooke qui est racontée en 77 comme en 91. Même après que l'automobile aura supplanté le train comme moyen de transport pour les touristes qui viennent dans notre région, l'ermite de Saint-Barnabé va rester au cœur de la promotion de Rimouski comme destination touristique. Ainsi, de 1989 à 2004, le guide de tourisme Bas-Saint-Laurent va présenter une variation de la version de Francis Brooke. Lorsque je suis arrivé ici à Rimouski en 2002, j'avais ce guide en main et c'est comme ça que j'ai découvert l'existence de ce personnage grâce à ce petit texte qui s'affiche à l'écran sur l'île Saint-Barnabé en face de Rimouski. Il fait aussi un ermite. L'histoire romanesque raconte qu'en 1728, un jeune Français nommé Toussaint Cartier s'était enfui en cachette avec sa jeune épouse. Une tempête s'éleva et le naufrage de leur embarcation entraîna la mort de la jeune femme pendant 40 ans. Jusqu'à sa mort, Toussaint vécut son chagrin seul sur l'île, en méditation et en prière. L'ermite devient donc un véritable homme sandwich. Un saint homme, je ne sais pas si c'est un saint homme, c'est un saint homme bien laïque, puisque ses motivations sont très terrestres.
L'ermite devient ainsi un véritable homme sandwich au service de la promotion du tourisme d'élite au 19e siècle, au tourisme de masse au 20e siècle, à notre époque. Et c'est ainsi, par exemple, que le solitaire a inspiré le nom du motel Séjour l'Ermite, que certains d'entre vous ont peut-être déjà connu, que je n'ai pas eu la chance de voir, mais où l'on pouvait jouer au shuffleboard en maillot de bain. Une activité que l'ermite, sans doute, ne pratiquait pas sur son île. De la même façon, l'ermite a donné son nom à un bar-discothèque de Toussaint-Cartier, qui se trouvait aux 200 rue de la Cathédrale, et qui a eu une existence relativement éphémère. Hein. L'entreprise est inscrite dans le répertoire en janvier 2009 et va fermer ses portes en août 2010, donc à peu près 1 an et demi d'activité. Évidemment, on peut se demander pourquoi. C'est un peu curieux. Est-ce que le succès très relatif de ce bar-discothèque n'est pas lié justement au choix du nom? Pourquoi donner le nom d'un solitaire à un endroit de sociabilité? C'est très étrange. Finalement, en 2011, il est peut-être aussi connu, donc, cette bière brassée par le bien et le mal, qui s'appelait donc la Toussaint-Cartier, une bière blanche, et il y avait eu donc une étiquette qui avait été conçue spécialement à l'effigie de l'ermite, qui porte une sorte de casquette à la Gavroche, qui tient donc une bière dans un boc avec une belle mousse qui déborde de ce boc. Bon, alors, je passe à mon point suivant, un parfait anachorète. Donc, évidemment, on peut se dire que notre pauvre homme, qui de son vivant ne demandait qu'à être oublié, a connu beaucoup d'aventures. Et tout en connaissant une très large diffusion, le veuf inconsolable de Francis Brooke va aussi susciter beaucoup de réserves, en particulier chez les auteurs catholiques canadiens-français du 19e siècle. Le fait que l'écrivaine britannique n'envisage pas un seul instant que cet homme se soit fait ermite parfois, pose évidemment un problème aux auteurs catholiques qui considèrent que c'est là l'unique explication de sa vocation. Évidemment, le fait que Francis Brooke soit anglicane explique tout. Dans l'Église d'Angleterre, depuis 1534, il n'y a plus de monastère, il n'y a plus de moines, il n'y a plus non plus d'ermite. Donc forcément, cette explication religieuse, elle est impossible à envisager par Francis Brooke. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'au cours du 19e siècle, beaucoup d'auteurs vont chercher justement à tenter, je dirais, de proposer un autre récit qui remplacerait le veuf inconsolable de Francis Brooke. Et c'est le cas notamment, par exemple, de l'abbé Louis-Édouard Bois, dont je vous parlais tout à l'heure. Tout son roman tourne autour de cette idée qu'on aurait affaire à un homme qui a fait vœu de consacrer sa vie à la prière et à Dieu s'il est sauvé du naufrage. Or, évidemment, il est le seul rescapé et donc va décider de passer le reste de sa vie en prière. C'est le cas aussi de Monseigneur Sinaï. Tout à l'heure, j'en parlais dans sa notice. Il insiste beaucoup sur le fait qu'on a affaire à un catholique tout à fait exemplaire, dont même les paroissiens de Rimouski au début du 19e siècle peuvent s'inspirer pour mener une vie, je dirais, de bons chrétiens. Ce qui est ici évidemment intéressant, c'est de voir que en général, lorsque les auteurs catholiques cherchent à réfuter la version de Francis Brooke, ils ne font jamais mention directement de Francis Brooke. Il y a une seule exception à la règle, c'est Joseph-Charles Taché. À la fin des années 1860, dans les soirées canadiennes, il va publier un texte dans lequel il va, pour la première fois, donner les documents d'archives que je mentionnais tout à l'heure, en particulier l'acte de 1728, et il va s'en prendre frontalement à Francis Brooke en disant que son œuvre est un pitoyable roman d'amourette. Et pour lui, la seule et unique explication valable, c'est l'expression qui est employée dans l'acte de 1728, faire son salut. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Cet homme s'est consacré à la solitude jusqu'à sa mort parce qu'il voulait faire son salut. Alors, cette volonté de proposer un contre-récit édifiant, voire quasi hagiographique, digne d'une vie de saint, de l'ermite par les milieux catholiques ne se limite pas du tout au 19e siècle. On a, par exemple, le plus près de nous, Yvon Mignot, qui est décédé donc en 2015, originaire de Rimouski. Cet ecclésiastique avait amassé au fil des ans une importante documentation sur le solitaire, en correspondant avec des archivistes, des généalogistes, des érudits locaux de part et d'autre de l'Atlantique. Et en parallèle, il travaillait un manuscrit de livres sur Toussaint-Cartier qu'il a laissé inachevé à sa mort. Et son fil conducteur, c'était l'idée que l'ermite aurait été un membre de l'ordre tertiaire des franciscains, donc un laïc, mais avec, pourrait-on dire, une carrure d'athlète de Dieu.
hein, donc une espèce de moine qui aurait eu le comportement, la foi d'un moine, mais sans jamais avoir prononcé de vœux et sans jamais être entré dans une communauté monastique. Bon. Alors, à cette version, disons, catholique, édifiante d'une sorte de saint, hein, qui n'a jamais été officiellement canonisé ou béatifié par l'Église catholique, s'oppose à un autre récit. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça commence à devenir technique et je suis sur le point d'épuiser le temps à ma disposition, mais je veux quand même l'évoquer parce que ça a été proposé par quelqu'un qui a été doyen des études avancées ici même à l'UQAR, un certain Serge A. Thériault. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont connu. Il a été donc doyen en 1985-1986 et il est aujourd'hui évêque de l'Église catholique chrétienne à Ottawa. Alors, cette église, qui est un peu curieuse et méconnue, appartient à la mouvance vieille catholique et s'affirme catholique tout en rejetant le dogme de l'infaillibilité pontificale et la juridiction suprême et universelle de l'Église de Rome. Donc, une église catholique qui ne reconnaît ni Rome ni le pape, vous voyez que c'est quand même un peu curieux, et qui prétend être resté fidèle au catholicisme des origines, hein, des premiers siècles, des débuts du christianisme. Alors, ce n'est pas simplement quelqu'un qui est évêque, c'est aussi quelqu'un qui était chercheur, et notamment en histoire religieuse, et pour lui, Toussaint-Cartier est à rapprocher de Monseigneur Dominique Varlet, qui a été vicaire général de Québec de 1713 à 1718, et c'est quelqu'un qui était donc un janséniste convaincu, qui a refusé de renoncer au jansénisme et qui va finir par se séparer de l'Église catholique romaine et apostolique pour fonder une autre Église, qui est l'Église vieille catholique, à laquelle appartient Serge A. Thériault. Et pour lui, Toussaint-Cartier, c'est quelqu'un qui aurait eu exactement ces mêmes motivations-là. Le problème, bien sûr, c'est que rien dans les archives permet de confirmer que Toussaint-Cartier avait des sensibilités ou avait des valeurs jansénistes ou une sensibilité janséniste. C'est assez peu improbable, c'est assez peu probable d'ailleurs, puisque c'est quelqu'un qui est analphabète, donc qui n'avait probablement pas une pensée théologique très élaborée. Et puis, par ailleurs, en fait, les dates concordent mal, puisque Toussaint-Cartier arrive ici en 1728, alors que les personnages dont il parle sont présents dans la colonie 10 ans plus tôt, au moment même où le pape va adopter la bulle Unigenitus. Donc, un décalage temporel qui rend peu vraisemblable le fait que Toussaint-Cartier ait été un janséniste. En revanche, il y a eu un autre ermite à Trois-Pistoles, l'ermite de Trois-Pistoles, qui s'appelait véritablement Don Georges-François Poulet, qui, lui, va quitter sa communauté de Saint-Maur en France pour venir à Trois-Pistoles sous les habits de laïc et il va vivre en ermite sous le nom de M. Dupont. Et lui, c'est véritablement un ermite janséniste sur le modèle de Monseigneur Dominique-Marie Varlet. D'ailleurs, il va finir par être expulsé de Nouvelle-France. Il va trouver refuge aux Pays-Bas et il va se retrouver dans le milieu qui est celui de Dominique-Marie Varlet, donc le milieu vieux catholique qui a rompu avec l'Église catholique de Rome et qui continue donc à défendre les valeurs janséniques. Bon, vous voyez, c'est un petit peu compliqué, mais je pense que cet exemple-là est intéressant dans la mesure où ça nous montre que finalement, on peut toujours apprêter l'ermite à la sauce qui nous convient. Au fond, on construit toujours un personnage d'ermite à notre propre image. C'est ça sur quoi je voulais insister. Et puis pour terminer, en fait, et avant de passer à ma conclusion, je voudrais juste évoquer un autre cas intéressant de représentation littéraire, cette fois-ci, de Toussaint-Cartier. C'est la version que l'on doit à Jacques Poulain, qui est l'un des romanciers les plus en vue de la littérature québécoise, que je n'ai pas besoin de vous présenter. C'est entre autres l'auteur de Volkswagen Blues, le road novel qui est publié en 1984 et qui raconte le voyage aux États-Unis en minibus Volkswagen de Jacques Waterman. Mais dans un autre de ses romans publiés avant, à savoir Les Grandes Marées, en 1978, on a un personnage qui s'appelle Marie, qui va raconter à sa façon l'histoire de l'ermite à Teddy, un traducteur solitaire de bande dessinée qui vit en reclus sur l'île Madame et qui apparaît comme une sorte de Toussaint-Cartier du 20e siècle. Alors, Marie, en racontant l'histoire de l'ermite, elle va reprendre la version de Joseph-Charles Taché, en supposant que l'ermite vient de Restigouche, donc il serait venu à Rimouski à partir de Restigouche et en passant par le lac Matapédia, et elle va proposer une variante laïcisée de l'histoire de l'ermite. Elle raconte qu'il se serait décidé à vivre seul, non pas par amour pour une femme trop tôt disparue comme chez Francisco, ni pour faire pénitence ou consacrer sa vie à Dieu comme chez les auteurs catholiques du 19e siècle, mais pour jouir du mystère
et de la beauté de l'île. Donc, je vous cite un extrait qui va, je pense, vous donner une bonne idée de la manière que Poullain envisage Toussaint-Cartier. Toussaint-Cartier habita durant quelques jours au manoir du seigneur de Rimouski, un soir qu'ils se promenaient tous les deux sur la grève. Le soleil couchant rendit l'île Saint-Barnabé si mystérieuse, si belle, que l'étranger fut immédiatement séduit et déclara au Seigneur que son vœu le plus cher était d'aller s'y établir pour y vivre jusqu'à la fin de ses jours. Alors, si Marie évoque ainsi l'existence de l'ermite, c'est surtout une manière pour elle d'interroger Teddy, ermite des temps modernes, sur le sens de sa vie, de son travail et de sa solitude. Et comme elle est secrètement amoureuse de lui, elle cherche à savoir s'il compte, comme l'ermite de Saint-Barnabé, vivre en célibataire sur son île déserte jusqu'à la fin de ses jours. Donc, Jacques Poullain imagine Toussaint-Cartier en esthète insulaire, mais ça n'est pas du tout le seul écrivain contemporain à évoquer ponctuellement la figure du solitaire. Je pourrais également donner deux exemples plus récents. Le roman de Mireille Maurice, Le Grand Puits, publié donc au Septentrion en 1994 et qui met en scène l'écrivain Arthur Buis. Hein? Mais dans ce roman, le narrateur envisage que Toussaint-Cartier était donc un épileptique et que la seule façon qu'il avait trouvé de trouver un certain bonheur, voire un bonheur certain, ça a été de se retirer sur une île déserte. Hein. Donc, vous voyez, une explication qui est tout à fait différente de celle de Poullain ou celle de Francis Brooke. Et je pourrais également donner l'autre exemple tiré d'un roman publié en 1999 chez Fides. C'est L'homme d'Anticosti de Marie-Marthe Fortin d'Argenson. C'est un roman qui est assez intéressant puisqu'il porte sur Gamache, le sorcier d'Anticosti. Et en fait, elle imagine Gamache en train de croiser l'île Saint-Barnabé en route vers l'île d'Anticosti avec sa nouvelle épouse et lui racontant l'histoire de Toussaint-Cartier qui montre jusqu'où l'amour peut conduire. Hein. C'est l'expression que la romancière elle-même utilise. Donc là, on a une sorte de version qui est un petit peu dérivée de Francis Brooke, hein, qui imagine Toussaint-Cartier en amoureux, en amant exemplaire, qui est capable d'aimer par-delà la mort et de rester fidèle pendant plusieurs décennies à l'amour de sa vie. Alors, j'en viens finalement à ma conclusion. Hein. Il reste que la plus longue fiction jamais écrite sur Toussaint-Cartier à ce jour, c'est tout de même L'Œil de l'ermite, hein, l'auteur dernier. Dans ce livre, en fait, j'ai essayé d'assembler des choses très différentes les unes des autres. C'est pour ça que j'ai donné en sous-titre la description « Fiction en pièces détachées ». Pourquoi c'est une fiction en pièces détachées? Parce qu'on trouve dans ce livre des nouvelles, des récits, des essais, des poèmes, des entrées de journal intime qui multiplient les points de vue sur le curieux personnage de l'ermite et qui multiplient aussi les allers-retours dans le temps. Alors, certains textes se déroulent au XVIIIe siècle, à l'époque où l'ermite est vivant. D'autres prennent pour cadre le XIXe siècle, le XXe siècle, voire notre période contemporaine. Et le parti pris que j'ai adopté a été de donner à voir la multiplicité des récits à propos de l'ermite, sans jamais chercher à en imposer une en particulier, de manière à entretenir plus qu'à dissiper le mystère à son sujet. Il n'existe pas, à mon sens, de version unique de l'histoire de l'ermite qui serait la bonne. Toussaint-Cartier est en fait multiple, évanescent, insaisissable, et c'est d'ailleurs la condition sine qua non de sa légende. Si on arrivait à trouver la bonne explication, je pense que le personnage se dissiperait de lui-même et on arrêterait d'en parler, il arrêterait en tout cas de nous fasciner. Alors, ma fiction se présente à la manière d'une mosaïque, chaque chapitre apportant une petite pierre que la lectrice ou le lecteur peut décider de retenir ou de rejeter pour construire sa propre version ou son propre portrait de l'ermite. La vocation de Toussaint-Cartier suscite, comme on l'a vu, je pense, à partir des exemples que je vous ai présentés, d'innombrables questions auxquelles il est difficile d'apporter une réponse définitive. Il est alors tentant de se projeter en lui en imaginant pour quelles raisons on pourrait soi-même décider un beau jour de se faire ermite jusqu'à sa mort. C'est ce qui explique que depuis la disparition du personnage historique en 1767, on n'est pas cessé d'imaginer quelle avait pu être sa vie. Mon propre livre est une invitation à prolonger cet exercice. Au fond, l'ermite est une sorte d'homme sans qualité, une page blanche qui nous tend un miroir dans lequel on est appelé à se reconnaître soi-même.
Les différentes vies de Toussaint-Cartier que j'ai évoquées le montrent clairement. Chaque auteur ayant tendance à construire une figure qui reflète d'abord et avant tout ses propres préoccupations, ses propres valeurs et sa propre vision du monde. Pour le dominicain Yvon Mignot, l'ermite ne peut être que catholique. Pour Francis Brooke, il ne peut être qu'un amant exemplaire et sensible. Pour l'évêque Serge A. Thériault, Toussaint-Cartier devait forcément participer de la mouvance religieuse vieille catholique qui est la sienne, etc., etc. Enfin, il m'a semblé intéressant d'insister sur la fascination qu'exerce ce personnage radical, dont la solitude peut être aussi bien une inspiration qu'un repoussoir entre quête spirituelle extrême et misanthropie sans concession, le tout dans le contexte de la récente pandémie que nous avons vécue, qui nous a contraints à une forme de solitude que certains ont accueillie comme un fléau et d'autres, au contraire, embrassée comme une véritable libération. Je vous remercie. Alors, si vous avez des questions, c'est évidemment que d'y répondre, c'est qu'on va jeter un œil peut-être aussi. Le premier volet, c'est que je comprends qu'il n'y a eu aucune archive maritime qui a pu démontrer qu'il y avait eu véritablement un navire qui se serait échoué à l'époque pour alimenter là, la théorie. Ça, je comprends que c'est ça. Deuxièmement, vous avez spécifié qu'il était analphabète, donc il n'aurait de lui-même jamais rien écrit. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il vivait sur une île à une époque où il devait faire provision. Alors, à ce moment-là, il est sûrement rentré en contact avec des gens du territoire. Est-ce que vous pensez que c'est des archives qui n'existent pas ou tout simplement qu'on n'a pas retrouvé de conversation potentielle avec les habitants du continent? Alors, c'est deux très bonnes questions. Effectivement, pour ce qui est de la question du naufrage, je pense que là, on a affaire à un lieu commun. Souvent, quand on pense à un personnage sur une île déserte, le personnage se retrouve sur l'île déserte. Pourquoi? Mais parce que son navire a fait naufrage. C'est toujours, au fond, l'histoire de Robinson Crusoe qu'on reprend. Et je pense que ça n'a rien à voir avec la vérité historique à propos de l'ermite en chair et en os. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, pour ce qui est effectivement des liens avec les gens du continent, je pense que Toussaint-Cartier avait des liens assez suivis. Alors, on n'a pas de documents qui l'attestent de manière claire et évidente, mais ne serait-ce que parce qu'il est témoin du mariage en avril 1720, ça montre, ou 1729 plutôt, ça montre bien que c'est quelqu'un qui ne refuse pas le contact avec ses semblables, et c'est sans doute quelqu'un qui vivait, je dirais, tout en étant à distance, dans une forme de relation suivie avec les gens de la communauté sur Terre. Et je pense que le meilleur exemple qu'on peut donner de ça, c'est sa mort. C'est-à-dire qu'on a plusieurs témoignages qui nous montrent qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait plus de fumée à la cheminée de l'ermite par une glaciale journée de janvier. Donc, ça veut dire que les gens sur la terre ferme regardaient toujours au loin pour voir comment ça se passait sur l'île. Et évidemment, quand il fait très froid et qu'on voit qu'il n'y a pas de feu, c'est quand même un signe inquiétant. Donc, je pense que ça témoigne là d'un lien assez fort entre l'ermite et sa communauté sur la terre ferme. Mais évidemment, il n'y a pas d'archives qui en témoignent de manière claire et indubitable. Mais je pense que les archives, en fait, elles ont des fonctions très particulières. On produit des archives à des moments précis, pour des raisons précises, quand, par exemple, on achète un terrain, quand on se marie, quand on décide, je ne sais pas, de poursuivre notre voisin parce qu'il empiète sur notre terrain. Bon, mais quand les choses se portent bien, si vous et moi, par exemple, avons une relation de complicité, d'amitié, on ne va pas aller chez le notaire pour inscrire tout ça dans un acte notarié qui va passer à la postérité. Donc, je crois que c'est un peu la même chose avec Toussaint-Cartier, c'est-à-dire qu'il y a tout un pan de sa vie que les archives ne peuvent pas éclairer parce qu'en fait, les archives ont vraiment des fonctions très précises, peuvent éclairer certains moments d'une existence, mais pas l'ensemble des relations qu'on peut avoir au cours d'une vie. Et je dirais, un autre exemple qu'on peut avoir en tête, c'est par exemple un contrat de mariage. Dans un contrat de mariage, on définit un certain nombre de choses, la nature des biens, qui est propriétaire de quelle partie des biens, etc. Et jamais personne, dans un acte de mariage, va dire pourquoi il décide de se marier avec telle personne. Ça ne regarde pas le notaire, ça ne regarde pas la justice, ça ne regarde pas non plus la postérité, et pourtant, on aimerait bien savoir. Donc, c'est ça, l'acte de 1728, c'est là la satisfaction, c'est-à-dire qu'on sait que l'ermite peut vivre seul sur l'île, mais on ne sait pas pour quelle raison. Il n'y a pas
en réalité, de nécessité de préciser ces raisons dans le document, étant donné sa nature juridique. Les gens se préoccupaient de lui, au fond. Oui, je pense que oui. Et puis même, sympathique. je pense qu'on pourrait aller plus loin, mais là, ça, c'est une hypothèse que je n'ai pas eu le temps de creuser ni de présenter, mais avec Alain Ross, toujours, on a évoqué la possibilité qu'il ait pu mettre au service du Seigneur ses compétences de marin-pêcheur. Hein. Donc, se retire sur l'île Saint-Barnabé, mais pas uniquement pour faire son salut, probablement pour pêcher, notamment relever les fameuses pêches à fascine, qui étaient déjà sans doute courantes au 18e siècle, et on a tendu la pêche à fascine, notamment au sud de l'île Saint-Barnabé. On a des exemples jusque dans les années, dernière carte aérienne, je pense, où on voit une pêche à fascine, c'est les années 60 ou 40, 1927. Et donc, on voit bien qu'il y a une pêche à fascine qui est tendue là encore en 1927, mais les pêches à fascine, en général, on les tend toujours à peu près au même endroit. Et la pêche à fascine, c'est merveilleux, mais ça suppose d'aller prélever le poisson à chaque marée basse. Quand les marées basses sont pendant qu'il fait clair, il n'y a pas trop de problème, mais quand c'est à 3 heures du matin, c'est une autre affaire. Hein? On n'a pas envie nécessairement de prendre sa barque, de traverser la baie pour aller chercher le poisson qui se trouve au sud de l'île Saint-Barnabé. Vaut mieux qu'il y ait quelqu'un sur place qui, lui, peut veiller et puis se lever, oui, au beau milieu de la nuit, mais qui a peut-être quelques pas à faire pour aller jusqu'au piège et prélever les poissons. Puis, comme par ailleurs, Toussaint Cartier, c'est un marin, il sait comment lui serrer les poissons, il sait comment les préparer pour les sécher, les saler, etc. Donc, il a une expérience, une expertise qui est précieuse sans doute pour le Seigneur. Ça faisait l'affaire des gens. Voilà, c'est ça. C'est comme une espèce d'entente de gré à gré. La seule chose qui est un peu étonnante, c'est le fait que là, on est dans un régime seigneurial. Normalement, on concède des terres, on s'attend à ce que les agriculteurs qui exploitent la terre versent évidemment des redevances au Seigneur. Alors que là, dans l'acte, il n'est pas du tout question de redevance. On peut imaginer que la redevance, elle est en fait en nature, et c'est peut-être justement le poisson. Alors, il est question, dans l'acte, de prendre des intérêts de la famille Lepage. Et on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais à mon avis, ça doit probablement s'interpréter comme ça, c'est-à-dire il faut qu'il prenne les intérêts de la famille Lepage en faisant ce à quoi il s'est engagé, c'est-à-dire peut-être relever les poissons qui sont pris dans la pêche à fascine à chaque marée basse entre... C'est quoi? C'est d'avril de Pâques à novembre, en gros, Alain, la pêche à fascine. Oui, il y a une question, oui. Oui, alors, il y a une question à distance. Le conférencier montre un intérêt pour les ermites. Il en nomme quelques-uns. D'où vient cet intérêt et est-ce un projet futur de publication? Alors, oui, comment dirais-je, je ne suis pas moi-même un ermite, mais après un jour, je me dis, quand je suis contrarié, ça serait bien de pouvoir fuir cette civilisation abominable et vivre tout seul sur l'île Saint-Barnabé. Mais en fait, je dois dire que mon goût des ermites vient de Toussaint Cartier. Hein. Quand je suis arrivé à Rimouski, j'étais absolument ébloui par ce personnage. Je me suis dit, il y a certainement moyen d'en savoir davantage. Et c'est pour ça que depuis 2002, à temps perdu, quand je pouvais, j'ai essayé de rassembler tout ce qu'on pouvait trouver à ce sujet. Et évidemment, depuis l'an aiguille, à partir de Toussaint Cartier, je me suis intéressé à beaucoup d'autres ermites. Mais je dirais que le point de départ, ça reste Toussaint Cartier. Alors, je n'étais pas prédestiné à m'intéresser aux ermites. Et avant d'arriver à Rimouski en 2002, je n'avais pas de goût particulier pour les ermites. Il y avait une question en arrière. La deuxième question de la charité, c'est pour dire, par contre, à la lumière de ce que vous venez de nous dire, oui. On peut facilement dire sans se tromper que c'était un homme pacifique. Oui, je pense que oui. Un homme qui n'a pas suscité de problème à nulle part. Il n'y a aucune indication qui va dans ce sens-là. Juste pour vérifier si les gens sont de répéter le commentaire de la question. Oui, alors la question, c'était de savoir si Toussaint Cartier est un homme pacifique et si on avait des éléments qui nous permettaient de penser qu'il avait peut-être été impliqué dans des histoires, je sais pas, de violence ou de criminalité, etc. Mais il n'y a rien dans les archives, il n'y a rien non plus dans les versions qui ont été produites après sa mort qui pointent dans cette direction-là. Ce qu'il y a de plus audacieux de ce point de vue-là, c'est l'idée que ça aurait pu être quelqu'un qui était hétérodoxe, c'est-à-dire quelqu'un qui s'éloignait des enseignements officiels de l'Église, notamment parce qu'il aurait été janséniste. Mais les jansénistes sont des gens parfaitement pacifiques et ce n'est pas des gens dangereux ou problématiques, ils sont simplement, comment dirais-je, ils ont des croyances qui sont incompatibles avec l'enseignement de l'Église. Mais non, je pense qu'il n'y a rien qui va dans ce sens-là. Oui.
pense que quand on est, je parle juste en réaction à ça, là, quand on est sur une île, on a tendance à développer être ermite. Parce que moi, je viens de l'île aux Coudres, je suis né sur une île. Quand j'étais petit, les personnages, comme vous mentionnez là, ils n'ont pas été écrits, mais j'en ai connu beaucoup. Ils demeuraient seuls, ils étaient mystérieux, on ne savait pas ce qu'ils faisaient. Puis, on dirait que le mode de vie insulaire porte à pratiquer ce style de vie-là. Ce style de vie mystérieux où tu n'as pas besoin nécessairement d'aller vers les autres. Tu t'organises, tu t'auto-suffis, comme on dit. Ouais. Et puis moi, ça me rappelle beaucoup de ça quand vous parlez de votre Saint-Cartier. Ouais. Oui, absolument. Je pense que vous avez raison, là. C'est-à-dire que l'île nous pousse vers la solitude jusqu'à un certain point. Hein, et même étymologiquement, entre île et solitude, il y a une racine commune qui est justement la solitude. Donc, je pense que vous avez raison. La question reste quand même de savoir pourquoi quelqu'un décide d'aller vivre sur une île. C'est qu'il y a quelque chose là qui l'attire vers l'île. C'est peut-être la solitude, justement. Voilà. Et donc, la question reste quand même de savoir pourquoi Saint-Cartier éprouve le besoin en 1728 de se retirer sur l'île. Mais effectivement, une fois qu'on vit sur l'île, nécessairement, il n'y a personne d'autre. Cela dit, personne d'autre, je pense qu'il faut peut-être nuancer un peu parce que c'est quand même un lieu de passage au XVIIIe siècle. Hein. Beaucoup de navires s'arrêtent entre les Saint-Barnabé et les îles du Bic, notamment pour faire des provisions, d'aliments, d'eau fraîche, etc. Donc, il ne faut peut-être pas imaginer exactement les Saint-Barnabé comme elle est aujourd'hui. Quand nous, on y va l'été, c'est des conditions presque idéales. Il faut imaginer que, en fait, les Saint-Barnabé, elle est à côté de l'Avent, hein, l'Avent de l'époque, qui est le fleuve Saint-Laurent. Et donc, il y a quand même beaucoup de passages de navires, de bateaux. Donc, il ne devait certainement pas être aussi complètement seul que quelqu'un qui décide aujourd'hui d'aller sur les Saint-Barnabé et de poser sa tente pour y dormir 3 ou 4 nuits. Juste un petit mot. Barnabé, ça vient d'où? Île Saint-Barnabé? Ben, c'est simplement, c'est Champlain qui donne le nom à l'île et c'est parce qu'il croise au large de l'île le jour de la Saint-Barnabé qui est le 11 juin, si je me souviens bien. C'est inscrit dans mon calendrier là, chaque année. Je célèbre la Saint-Barnabé. À cause de l'île Saint-Barnabé, mais pourquoi c'est le 11 juin? C'est parce que Champlain s'est arrêté au large de l'île un 11 juin. Avant d'arriver à Rimouski et de rencontrer le seigneur Lepage, Toussaint-Cartier n'a pas été. On n'a pas d'informations sur des lieux où il aurait pu être avant, parce qu'il est arrivé dans la colonie en bateau, fort probablement, quelque part, puis il a été ailleurs avant d'aboutir à Rimouski. À cette époque, il n'y avait pas tant de monde qui voyageait. Mais... Ben, effectivement, il y a des maillons qui nous manquent dans cette histoire. Ce qu'on peut dire de manière certaine, c'est qu'il est assurément arrivé sur la côte de Gaspé, c'est-à-dire entre Cap-des-Rosiers et Cap-d'Espoir. Et donc, dans le type de pêche qu'il pratiquait, comment dirais-je, il devait descendre sur la terre ferme. Hein, c'était pas une pêche errante, c'est-à-dire, il y a 2 manières de pêcher la morue à l'époque, en pratiquant la pêche errante ou alors en pratiquant la pêche qui consiste finalement à s'arrêter, à prendre des chaloupes et à revenir sur la terre ferme à chaque jour. Quand on va à la côte de Gaspé, c'est le type de pêche qu'on pratique. Donc, nécessairement, il s'est promené quelque part entre Cap-des-Rosiers et Cap-d'Espoir pendant au moins 3 des 4 voyages que j'ai évoqués. Ensuite, il a certainement dû rencontrer des gens qui pratiquaient le même genre de pêche parce que j'ai dit tout à l'heure qu'en théorie, c'est une zone qui est réservée uniquement aux pêcheurs métropolitains. Donc, les colons qui vivent en Nouvelle-France n'ont pas le droit de pêcher à cet endroit. C'est uniquement les pêcheurs qui viennent de France. Mais dans la réalité, et Mario Mimo l'a bien montré, en fait, ces frontières-là sont plus ou moins respectées. Il arrive très souvent qu'il y ait des pêcheurs coloniaux qui pêchent dans la zone théoriquement réservée aux pêcheurs métropolitains. Donc, Toussaint-Cartier a dû fréquenter des gens qui pratiquaient la pêche à la morue, qui étaient en fait des colons. Et Rimouski, au 18e siècle, c'est pas le seul endroit, mais c'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui pratiquent ce genre de pêche, qui est très lié à Mont-Louis, entre autres. Certaines des familles pionnières de Rimouski ont séjourné pendant des durées plus ou moins longues à Mont-Louis. Et donc, il faut imaginer que Rimouski, c'est comme un lieu de transit au 18e siècle entre Québec et le bout de la Gaspésie. Et qu'en fait, on est toujours en train de se déplacer en bateau à l'époque. Donc, il faut, je pense, envisager un mode de vie qui est très différent d'une autre, hein, où là, on vit dans une région qui est un peu refermée sur elle-même. Bien sûr, on a des liens avec le Québec, Montréal, avec le reste du monde, mais je pense qu'on se déplace beaucoup moins qu'au 18e siècle.
en tout cas, les gens qui pratiquaient la pêche, qui étaient partout sur le territoire et qui allaient sur la Côte-Nord, qui allaient en Gaspésie, à Montlouis, à Tadoussac, à Québec, etc. Et donc, je pense que, au fond, même si on n'a pas de preuves dans les archives, Toussaint-Cartier, probablement, s'est retrouvé dans ces réseaux de pêcheurs coloniaux. Il a rencontré certaines personnes, et notamment, probablement, les personnes qui lui servent de garant lorsqu'il va signer l'acte, enfin, signer d'une croix, je ne sais pas écrire, mais signer l'acte de 1728. Mais non, on n'a pas d'autres documents et j'aimerais évidemment découvrir quelque chose. Et puis, jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai tenté n'a servi à rien, mais je n'ai pas complètement renoncé. On a des nouveaux instruments maintenant, notamment numériques, avec l'intelligence artificielle. On est capable de reconnaître les mains d'écriture. Et donc, l'intelligence artificielle est capable de transcrire pour lui des documents d'archives, ce qui est précieux parce que ça prend un temps infini, arriver à transcrire des documents d'archives. Quand un ordinateur peut nous aider, ben évidemment, on ne va pas dire non. Et donc là, mon espoir secret, c'est qu'à un moment donné, le nom de Toussaint-Cartier surgisse dans des archives qui n'ont pas encore été exploitées, dépouillées, utilisées. Oui, je pense qu'il y a des questions ici. Alors, c'est la même personne. OK. Donc, en fin de compte, on ne sait pas où il a été enterré. Question 2, pourquoi on n'a jamais pensé à Rimouski faire un petit musée Toussaint-Cartier pour le tourisme? Il y a des recherches qui ont été faites sur Toussaint dans son lieu de naissance à Saint-Malo, sur sa famille, par exemple. Alors, je vais répondre aux 3 questions. Alors, on sait qu'il a été enterré sous la chapelle et l'église. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement où cette chapelle et cette église se trouvent aujourd'hui. Hein. On a des hypothèses, on a des cartes anciennes, et par recoupement, on peut penser que c'est à tel endroit ou à tel endroit. Mais évidemment, quand on a fait l'inventaire et les fouilles archéologiques en 2003-2004, on a essayé d'identifier l'endroit où se trouvait la première église ou la première chapelle de Rimouski, mais on n'a rien trouvé de convaincant. Donc, on n'a pas de certitude forte, mais c'est sûr que si on avait un repérage très précis, ben, on pourrait certainement essayer de trouver un corps qui avait été enterré dans ce périmètre-là et présumer que c'est peut-être le corps de Toussaint-Cartier, mais jusqu'à maintenant, les archéologues n'ont pas réussi à trancher de façon claire cette question. En fait, il y a une marge d'erreur possible. Cette marge d'erreur possible fait que, en fait, on peut à peu près considérer que l'église ou la chapelle se trouvait presque n'importe où les fouilles ont eu lieu. J'exagère un peu, puis Canet ne sera pas d'accord, mais il viendra me nuancer après. Pourquoi on n'a jamais pensé faire un petit musée Toussaint-Cartier? Ben, ce serait une excellente idée. La chose qui s'en rapproche le plus, c'est sur l'île Saint-Barnabé, il y a l'espace Jaco-Lepage, qui est cette grande grange. Alors, à l'intérieur, il y a des panneaux, il y a des objets qui se rapportent à Toussaint-Cartier. Donc, c'est ce qui ressemble le plus à un musée, mais il faut quand même se rendre à l'île Saint-Barnabé. Donc, si on pouvait faire quelque chose de ce côté-ci, moi, je serais le plus heureux des hommes. Donc, si vous avez des contacts, n'hésitez pas à les utiliser pour qu'on ait un musée. Puis, dernière question, est-ce qu'il y a des recherches qui ont été faites sur Toussaint-Cartier dans son lieu de naissance à Saint-Malo? Oui. En fait, ce n'est pas tout à fait Saint-Malo, c'est Saint-Quay-Portrieux. Et en fait, j'ai fait des recherches dans les archives paroissiales pour essayer de reconstituer sa famille. Et en fait, le problème, c'est qu'on dirait que cette famille disparaît du vivant de Toussaint-Cartier. C'est-à-dire qu'il a un certain nombre de frères et de sœurs. Certains vont mourir jeunes et d'autres vont simplement ne laisser aucune trace. Donc, on ne voit pas de descendants. Toussaint-Cartier n'aurait pas eu de neveux et de nièces et ses frères et sœurs finissent tous par mourir sans descendance ou alors se sont installés ailleurs dans d'autres paroisses que je n'ai pas réussi à identifier. Mais en tout cas, c'est comme si tout s'arrêtait à la génération de Toussaint-Cartier. Ce qui pourrait aussi expliquer pourquoi il a décidé de se faire ermite dans la mesure où il n'y a plus aucune attache familiale dans sa Bretagne natale et donc il peut très bien se réinventer dans le Nouveau Monde, dans un cadre splendide sur cette magnifique île qui est évidemment démesurément grande, hein, parce que je suis allé à Saint-Quay, donc Saint-Quay c'est merveilleux, c'est un lieu de villégiature unique, mais vous avez des petites îles au large qui ont l'air un peu rikiki quand on les compare à l'île Saint-Barnabé, hein, donc il n'y a rien de comparable à l'île Saint-Barnabé dans la Bretagne qu'a connu l'ermite. Donc voilà pour les questions. La visite, monsieur la Charité, là, oui. La ville organise des navettes, là, oui, à partir du mois de juin jusqu'au mois de... Jusqu'à la fête du travail. La fête du travail. Oui, absolument. Plusieurs fois par jour, à partir de 10h jusqu'à ouais. 6h le retour. Là.
Absolument, mais moi j'y vais. Hein. Tu viens de faire du C'est camping? ma religion l'été. Donc, si je ne vais pas aller là, c'est que je suis allé Saint-Barnabé. Dans le zodiaque de la ville, il faut aller à Saint-Barnabé. Alain? Oui, ben, en fait, c'est simplement une précision, c'est que au moment où je t'ai transmis de l'information concernant Saint-Cartier dans le monde de la cité, en réalité, c'est mon ami Louis Legier qui est ici. Ah, Je fais cette découverte-là, je suis vraiment avisé et transmis cette information. Sinon, ben, je n'avais jamais remarqué que Saint-Cartier était né en 1688, c'est-à-dire l'année où la seigneurie de Rimouski a été concédée au Louis de la Carbonnière. Et ça fait donc 40 ans, au moment où il y a eu 40 ans, j'ai bien un lien à faire avec les 40 ans, les 40 jours de jeûne. Sinon, ben, récemment, tu as découvert qu'il était décédé dans la maison seigneuriale de Louis Lepage de Saint-Germain. C'est une maison qui existe toujours, qui est située au 265-269 de la rue de l'Évêché Ouest. Et c'est une maison qui, miraculeusement, n'a pas brûlé en 1950. Peut-être que Saint-Cartier avait à voir avec protéger le lieu. Oui. Alors, donc, pour le bénéfice des gens qui sont à distance, Alain Ross a souligné le fait que la découverte du nom de Toussaint-Cartier dans les rôles d'équipage vient de Louis Bézile et que c'est Alain qui m'a transmis l'information qu'il tenait lui-même d'Alain Bézile, donc pour que tout le monde, de Louis Bézile, pardon. D'où l'importance de partager. Voilà, exactement. Ça, je pense, c'est une constante dans la recherche, en fait. Dans les grandes découvertes, il y a toujours des communautés, en fait. Les chercheurs ne sont jamais seuls. Donc, merci de le rappeler, Alain. Je résumais la chose peut-être d'une manière un peu trop cavalière en t'attribuant tout le mérite. Et puis sinon, donc Alain soulignait le fait que l'endroit où meurt l'ermite, c'est le manoir seigneurial qui se trouve aujourd'hui près de la rivière Rimouski, qui est une des rares maisons qui n'a pas brûlé lors du grand incendie. Et l'adresse exacte, c'est... L'adresse, c'est 265-269. Rue de l'Évêché Ouest. Voilà, 265-269 rue de l'Évêché Ouest. Et donc, c'est un lieu qu'on peut, évidemment, qui appartient aujourd'hui à des particuliers, mais qu'on peut voir à partir de la rue. Et le bâtiment est très singulier. L'orientation aussi du bâtiment est très différente des autres maisons qui sont à proximité. Quand je suis arrivé à Rimouski, j'ai travaillé 15 ans à l'Office du tourisme, tourisme à Rimouski. Puis à l'époque, il y avait beaucoup de groupes qui arrêtaient, donc on avait un service de guide accompagnateur qui montait à bord. Puis le titre du tour de ville, c'était Rimouski, son ermite, son feu puis son naufrage. Ah bon? C'était vrai, winner. Mais tous les propos que tu as eu aujourd'hui, c'est sûr qu'on se basait beaucoup parce que quelqu'un a fait une belle recherche sur le roman. Puis moi, je me rends compte qu'on rajoutait des bouts à gauche et à droite. Les souristes, c'est C'est à ça que ça a l'air vite. C'est une machine à fiction, en fait. C'est le prétexte pour inventer des histoires. Oui. L'ermite a connu les années de confrontation entre la France et l'Angleterre avant la conquête. Comment il a pu vivre ça? C'était pas les mêmes bateaux qui passaient. Il peut être un peu craintif par rapport à tout ça. Est-ce qu'on a des idées là-dessus? Alors, à ma connaissance, le seul qui parle de ce que Toussaint-Cartier a fait pendant cette période cruciale, c'est Joseph-Charles Taché, dans son article des Soirées canadiennes en 1865. Et ce qu'il dit, c'est que, en fait, les Anglais, lorsqu'ils ont donc fait la conquête, ils se sont mis à tout brûler, sur la côte sud notamment, ils sont passés bien sûr par Rimouski et ils sont allés sur les Saint-Barnabé. Et en fait, Toussaint-Cartier était à ce point discret qu'il n'aurait pas repéré l'existence de Toussaint-Cartier sur l'île et ils ont cru que l'île était inhabitée. Donc, voilà à peu près ce qu'on connaît. Sinon, je pense qu'il n'y a absolument aucun autre indice. Ce que le marquis de Montcalm, par contre, nous précise, qui est assez intéressant, là, on n'est pas tout à fait après la conquête déjà, on est dans les prémices de la guerre de 7 ans, mais c'est qu'en fait, depuis la chute de l'Acadie, depuis que l'Acadie est devenue anglaise, les navires qui partent de France, lorsqu'ils naviguent dans le Golfe, sont obligés de faire preuve de ruse parce qu'il y a toujours des navires anglais qui patrouillent le Golfe. Et il faut que les navires français
arrivent à échapper à la surveillance des navires anglais. Donc, ce que beaucoup de navires français font, c'est qu'ils vont hisser l'Union Flag, donc le drapeau anglais, pour donner l'illusion qu'il s'agit de navires anglais. Et c'est comme ça, souvent, qu'ils arrivent à passer au travers des mailles du filet. Et le marquis de Montcalm, dans son journal, dit ben, le premier endroit où, enfin, on peut vraiment utiliser nos vraies couleurs, utiliser notre véritable pavillon, ben, c'est ici, c'est au large de Rimouski. Et donc, c'est pour ça que souvent, on parle de Rimouski pour cette période-là comme un peu la frontière orientale de la Nouvelle-France, c'est-à-dire que, évidemment, il y a des territoires qui existent un peu plus loin, mais c'est des territoires dont le statut est souvent problématique, mais disons, la dernière seigneurie à l'est qui correspond, disons, à un peuplement du territoire en continu, c'est Rimouski. Mais évidemment, il y a d'autres endroits, il y a Mont-Louis, il y a des endroits aussi sur la côte nord, mais disons, là, c'est beaucoup plus discontinu. Et ce n'est pas forcément des endroits qui sont habités à l'année longue, alors que Rimouski, ben oui. Et puis, c'est vraiment une frontière importante, déjà vers 1756. La citoyenneté, à l'époque, quand tu désertais un navire, là, tu pouvais être dessus, puis tu restais ici au Canada, tu pouvais-tu être déporté? C'est très rare, parce qu'en fait, je dirais, il faut juste faire une distinction entre les officiers de la marine et puis les simples matelots. Okay. Un officier qui déserte, ça, c'est très grave. En fait, un officier peut être condamné à mort, parce que c'est vraiment, les officiers, c'est, je dirais, ce qu'il y a de plus important sur un navire, c'est eux qui ont l'expertise, c'est eux qui ont l'autorité, etc. Donc, un officier de marine ne peut absolument pas déserter. Mais un simple matelot, c'est pas très grave en général. Et puis, je pense pas que les autorités vont prendre la peine de les renvoyer parce que ça coûte cher, c'est compliqué, etc. Il faut vraiment avoir des motifs importants. Puis, d'une certaine façon, ça fait l'affaire de tout le monde, qui est des marins qui désertent, parce que voilà, c'est ça, ça permet de peupler cette colonie qui est prise avec un problème démographique. Du début à la fin du régime français, il n'y a jamais eu suffisamment de colons sur ce territoire. Et pour ce qui est de la citoyenneté, ben là, on est en France de toute façon, qu'on soit ici ou de l'autre côté de l'Atlantique, c'est la France. Donc, il n'y a pas. On est sujet du roi de France et donc, ça ne pose pas de problème. Donc, c'est des félicitations. Je vais t'envoyer le. Oui. Merci beaucoup. Merci.